Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va concerner les REITs. Donc, comment investir finalement de manière passive dans l'immobilier. On va voir ça ensemble. On va exclusivement se concentrer sur les REITs. On verra dans un instant sur l'écran qu'est-ce que ça signifie, comment investir, les détails financiers, etc., etc. Donc, restez bien accrochés à la vidéo. La vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude puisque ce sera une vraie formation, un guide complet sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à mettre pause quand ça deviendra peut-être un peu complexe pour reprendre un peu plus tard. Sans trêve de bavardage, je vous dis c'est parti et on passe de l'autre côté sur l'écran. Comme promis, on se retrouve directement sur l'écran, donc vous commencez à être habitué au format de vidéo. Donc on va avoir en premier l'introduction, donc on verra ce qu'il y aura dedans. En deuxième partie, on aura les fonctionnements et les réglementations. En troisième, les indicateurs et les ratios clés. On parlera évidemment des avantages, mais des inconvénients aussi, puisque comme tout véhicule d'investissement, il y a des inconvénients. Et pour finir, on aura comment investir dans les REITs, donc comment investir dans cette classe d'actifs. Et on finira évidemment par une petite conclusion pour revenir sur tout ce qu'on aura dit au global. Donc ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai guide complet qui vous permettra d'investir dans l'immobilier de manière passive, où on aura également un énorme focus sur la classe d'actifs qui est les REITs, et autrement appelé, on verra les SIC, et en comparaison aux SCPI qui font globalement la même chose. Donc on démarre tout de suite avec son introduction, donc qui va être divisée en trois parties. Il y aura la définition, son origine, et pourquoi finalement investir via cet outil. Donc la définition est la suivante, donc une REIT, une Real Estate Investment Trust, c'est une société qui possède ou exploite ou finance des biens immobiliers générant des revenus. L'objectif principal d'une REIT, c'est de permettre aux investisseurs particuliers d'accéder au marché immobilier de manière indirecte, sans avoir à acheter ou gérer physiquement des biens. Ce qui est par définition plutôt agréable. Fonctionnement, donc les REITs collectent de l'argent auprès d'investisseurs, achètent des immeubles, bureaux, centres commerciaux, logements, entrepôts logistiques, hôpitaux, etc., data centers aussi, et redistribuent une grande partie des revenus sous forme de dividendes. Il y a également une cotation, puisque on peut retrouver aussi ce type d'investissement en non coté. Or là, on parlera évidemment du coté. Beaucoup de REITs sont cotés en bourse, ce qui signifie qu'on peut acheter leurs actions comme celles de n'importe quelle autre entreprise. Donc ça c'est plutôt l'avantage, donc on reviendra dessus aussi, c'est sa partie liquide. Donc les rates par définition c'est plutôt américain, donc on a l'équivalent en Europe ou en France surtout avec les SIC, S-I-I-C, c'est sociétés d'investissement immobilier cotées, et on a aussi en comparaison donc les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilière, qui elles effectuent à peu près la même chose. Donc c'est le fait de vraiment utiliser l'argent, collecter de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir l'investir à l'échelle et donc acheter des lots plus gros et posséder du coup un parc immobilier différent et avoir une redistribution sous forme de dividendes ou de revenus fonciers, puisque les SCPI ce ne sont pas des dividendes mais bien des revenus fonciers, donc différents d'un point de vue fiscal. Ensuite, on a l'origine. Donc l'origine, les REITs ont été créés aux États-Unis donc en 1960 par une loi signée par le président Dwight. L'objectif était de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier qui jusqu'ici était réservé aux institutions et aux personnes fortunées. Donc le modèle s'est ensuite étendu dans d'autres pays. Donc voilà, comme je le disais, en France, on a l'équivalent via les SIC, Sociétés d'investissement immobilier cotées, depuis 2003. En Allemagne, on va appeler ça des G-REITs, etc. Royaume-Uni, Australie, Canada, vous en avez un peu partout. Ça, c'était pour l'origine, et maintenant, on va voir pourquoi investir via des REITs. Donc première raison, c'est tout simplement que les revenus passifs sont plutôt élevés, puisque 90% à minima des revenus issus des rates doivent être distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc c'est une source attractive de revenus réguliers. On a une diversification aussi, puisqu'elle permet d'exposer son portefeuille à l'immobilier sans la concentration géographique ou sectorielle excessive. Et oui, quand vous êtes investisseur particulier et que vous investissez dans l'immobilier, globalement, même si vous faites un immeuble de rapport, il va être bloqué à savoir d'un point de vue géographique à une seule ville, donc une seule localisation, et vous allez à maxima avoir peut-être une dizaine d'appartements au sein de cet immeuble. Et encore, je suis gentil, si vous démarrez dans l'immobilier, vous ne commencerez jamais par un lot avec une dizaine d'appartements, mais peut-être trois appartements, et donc vous allez être soumis facilement à toute cette gestion et ces vacances locatives, puisque si un locataire n'est pas présent dans les lieux, eh bien c'est directement 33% de vacances locatives, donc ce qui est énorme. Ensuite, on va avoir l'accessibilité, donc pas besoin de gros capital ou de gestion locative, on peut investir à partir de quelques euros via la bourse ou les ETF. Donc ça, on reviendra dessus, c'est un peu mal écrit, mais
Voilà, globalement c'est un véhicule d'investissement dans lequel vous pouvez y accéder à partir de quelques dizaines d'euros, donc on verra ça après. La liquidité, contrairement à l'immobilier traditionnel, donc les REITs cotés sont facilement revendables à tout moment au travers de la bourse. Donc évidemment, en termes de liquidité, ça n'a rien à voir. Vous pouvez retrouver vos fonds directement, donc vous passez un ordre au marché, et puis il y aura forcément quelqu'un, puisque c'est des marchés, donc certaines rates pèsent des dizaines de milliards, donc je crois que la plus élevée, elle est à peu près à 100 milliards, si je dis pas de bêtises, de toute façon on revérifiera ça tout à l'heure, et donc c'est plutôt liquide comparé à de l'immobilier en direct, donc qui par définition immobilier donne le mot immobile. Donc voilà. Et ensuite on a les avantages fiscaux potentiels puisque évidemment en fonction de votre fiscalité de résidence, eh bien vous serez soumis à vos impôts en fonction des dividendes. Donc comme je le disais, ce ne sont pas des revenus fonciers, donc ça ne s'apparente pas à des revenus, mais bien à des dividendes, donc à des gains de capitaux mobiliers. Et donc d'un point de vue fiscal, ça peut être plus souple et bien avantageux en fonction de là où vous résidez. Donc voilà pour la petite introduction. On va passer avec la deuxième partie, c'est tout simplement le fonctionnement et la réglementation. Donc on va avoir les structures légales, l'obligation de distribution, la supervision et le contrôle et le type de rate. Donc pour revenir à tout ça, vous allez voir que ce ne sont pas des véhicules d'investissement qui sont pas régulés, d'accord, il y a un vrai contrôle là-dessus et donc on va voir tout ça dans un instant. Donc on va fermer celui-là, on va ouvrir le premier. Donc les REITs sont des sociétés créées pour posséder ou financer des actifs immobiliers générateurs de revenus. Pour obtenir et conserver le statut de REIT, elles doivent respecter un certain nombre de critères légaux et fiscaux définis par leur pays d'origine. Les critères qui globalement vont être communs, ça va être les suivants. Donc avoir une structure de société, donc souvent des sociétés anonymes. On va avoir aussi le fait d'être coté ou non coté, mais avec des règles strictes de transparence. Donc il va falloir que les sociétés prouvent au travers de leurs finances, de ce qu'ils font réellement derrière, les choses qu'ils promettent aux investisseurs. Donc il va y avoir une vraie transparence là-dessus et les investisseurs pourront évidemment avoir le visu là-dessus. Avoir au moins 75% des actifs investis dans l'immobilier et tirer au moins 75% de ses revenus bruts de loyer, d'intérêt sur prêt immobilier ou de vente de biens immobiliers. Donc globalement, c'est les critères communs des différentes rates en fonction de leur pays. On va avoir les obligations de distribution, donc ça c'est la plus importante, c'est ce qui nous intéresse le plus. L'un des piliers du modèle des rates, c'est la redistribution de revenus. Donc si une rate s'était obligée de nous verser que 10% des revenus, ce serait plutôt aberrant, mais non, il y a une règle, et la règle principale est la suivante, c'est que les rates doivent distribuer à minima 90% de leurs revenus imposables, et donc comme j'ai dit, sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est que quasiment la totalité de ce que les rates vont percevoir vont être rendus aux actionnaires. L'objectif, c'est d'éviter la double imposition, donc le fait d'être sous format de dividende, au niveau de la société et au niveau de l'investisseur, et garantir un flux régulier de revenus aux investisseurs. Exemple, aux États-Unis, le non-respect de cette règle peut entraîner la perte du statut rate, ce qui entraîne une imposition classique, comme toute entreprise, et donc même d'un point de vue financier pour l'entreprise, ce n'est pas intéressant. Ensuite, on va avoir la supervision et le contrôle. Donc on va voir que c'est quand même très réglementé. Les rates sont réglementées et supervisées par des autorités financières selon le pays où elles sont domiciliées. Donc pour les USA, on va avoir la fameuse SEC, donc la Securities and Exchange Commission. On va avoir en France l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, pour réguler toutes les SIC. Et au Royaume-Uni, par exemple, on va avoir la FCA, donc Financial Conduct Authority. Donc ça, c'est pour les plus connus, évidemment, je suppose, en tout cas, je n'ai pas l'info, mais ça sera sûrement vérifiable sur Internet, que en fonction de d'autres pays, il y a d'autres actifs de régulation comme ça, peut-être moins connus, mais qui existent, et donc qui sont obligés de contrôler ces sociétés. Elles doivent fournir donc, comme je disais tout à l'heure, des rapports réguliers, donc au niveau de leurs finances, des comptes audités et respecter les règles strictes de gouvernance. Donc ça nous assure en tant qu'investisseurs que ces sociétés ne peuvent pas faire n'importe quoi.
à moins que vous achetez évidemment ce type d'actifs dans des juridictions qui sont complètement loufoques. Donc je ne peux pas citer de pays en question, mais peut-être des pays moins développés dans cet aspect-là. Évidemment, peut-être que les sociétés peuvent être frauduleuses et donc à vous de vérifier les informations. Évidemment, toutes les informations qui seront contenues dans cette vidéo, c'est des informations à titre informatif, éducatif, et non pas un conseil en investissement. Donc je vous invite quand même à faire vos propres recherches. Évidemment, je vous mettrai, donc on verra après tous les sites que j'ai mis ici, je vous mettrai les liens dans la vidéo pour vous faire vos propres avis. Mais voilà, soyez responsable de vos investissements, puisqu'à la fin, ce ne sera que votre argent qui sera concerné. Donc ensuite, le type de rate, donc il existe trois grandes catégories de rates selon leur modèle économique. Donc on va avoir les equity rates, donc c'est plutôt comme ça qu'elles sont faites de manière classique, ce sont les plus répandues, elles possèdent et exploitent directement des immeubles, donc en fonction de leur thématique immobilière, ça peut être des bureaux, des data centers, etc., etc. Et le revenu, ce sera des loyers. Et ensuite, on va avoir la deuxième partie, c'est les mortgage rates. Donc, elles n'achètent pas des biens, mais financent l'immobilier et elles investissent dans des prêts hypothécaires ou des titres adossés à des hypothèques. Donc, les revenus ne seront pas des loyers, mais bien des intérêts sur les prêts effectués. Donc ensuite, on va avoir la troisième partie, ça va être les hybrides qui vont mixer justement cet equity et le fait que ce soit gagé. D'accord. Donc on va avoir vraiment. Mais globalement, on va dire que je pense, j'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'à 80%, il y a facilement que de l'equity, quoi. Ensuite, donc on va avoir les indicateurs et les ratios clés. Donc à partir de ce moment-là de la vidéo, je vous invite à faire un break si c'est déjà trop lourd pour vous, puisque là on va rentrer vraiment dans les chiffres, enfin pas les chiffres, mais les vrais indicateurs techniques de comment analyser une rate. Donc je vous mettrai évidemment les définitions, etc. Ici, vous avez ce site-là, donc rate.com, où vous avez vraiment tout. Ici, vous pouvez retrouver donc qu'est-ce qu'une rate. Vous avez le glossaire aussi, donc vraiment le dictionnaire qui vous donnera toutes les définitions, donc on peut jeter un œil ensemble. Donc là, soit vous tapez en fonction de ce que vous voulez chercher, mais voilà, ici vous allez avoir donc les BPS, si vous voulez, vous avez voilà, ici les earnings, vous avez, voilà, vous avez vraiment absolument tout ce qui va concerner les définitions, etc. Et puis vous avez ensuite tout ce qui va concerner les datas des rates, etc., etc. Donc je vous laisserai un peu fouiller le site. Ici, on va avoir donc un site qui mentionne les plus grosses rates en fonction des capitalisations boursières. Donc comme on le disait tout à l'heure, donc c'était à peu près 100 milliards, donc on est sur 88 milliards, 89 milliards pour Prologis, qui est la plus grosse des rates en termes de capitalisation boursière. Et ici, vous avez un autre site qui est pas mal en termes d'indicateurs de certaines datas au niveau des rates. Donc là, par exemple, si on prend Prologis, eh bien, ça va nous donner quelques datas au niveau de ses dividendes, de sa croissance de dividendes. Ça va nous donner évidemment un petit exemple de ce que vous pouvez gagner sur un investissement de base de 10 000 euros. Ensuite, on va avoir voilà, quelques dettes, etc. Donc, on va rentrer dans tout ça directement. Sans perdre de temps, on va voir tous les indicateurs qui, selon moi, sont les plus importants. Évidemment, il y en a plein d'autres. On peut vraiment rentrer sur chaque ligne d'un détail financier, mais on va dire que globalement, les plus importants, selon moi, sont ceux-là qu'on va voir dans un instant. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres en tête qui sont plus ou moins importants et sur lesquels vous vous basez d'ailleurs si vous-même vous achetez déjà des rates. Donc on va avoir la capitalisation boursière qui selon moi est quand même important. Sa définition, c'est la valeur totale de la société en bourse, donc le prix de l'action fois le nombre d'actions en circulation. Donc, ça va nous donner sa capitalisation boursière. Évidemment, l'utilité, c'est de connaître la taille du rate, puisque ça va être l'argent engrangé là-dedans. Et donc, petite capitalisation égale plus souvent volatile, puisqu'il y a moins de, entre guillemets, moins de liquidité. Et donc, forcément, plus il y a des acteurs importants et plus le cours peut bouger en fonction de leur position. Et pareil, donc à contrario, grande capitalisation égale plus stable et entre guillemets plus diversifié. Bon, diversifié, on peut quand même remettre ça en cause, mais globalement plus stable. Ensuite, on va avoir le FFO, donc Fund from Operation. Donc ça va être le bénéfice net plus amortissement plus l'ajustement sur vente de biens. Donc c'est un indicateur qui est pertinent, mais pas tant, puisqu'on en a un deuxième qu'on verra juste après. Donc c'est un indicateur qui, lui, va nous indiquer son résultat net, donc pour une rate, car il neutralise l'effet comptable de l'amortissement immobilier. Donc ça reste quand même intéressant, puisque ça permet de mesurer la capacité réelle à générer du cash pour le verser sous forme de dividende.
Donc ensuite, on a plutôt son amélioration, si je puis dire. Donc c'est la même chose, mais ajustée. Donc avec, donc comme on l'a vu donc juste avant, le bénéfice net plus l'amortissement plus les ajustements sur vente de biens, moins les dépenses récurrentes de maintenance et moins les charges non récurrentes. Donc ça permet d'avoir, si vous voulez, du net-net. Voilà, c'est comme la définition d'un résultat net avec un résultat net-net puisqu'on prend plus de choses dans le calcul. Donc ça donne une vision encore plus précise du cash disponible à distribuer. C'est le meilleur indicateur pour juger finalement la durabilité du dividende qui va être perçu. Ensuite, on va avoir la NAV, donc la Net Asset Value, pardon, qui est la valeur nette des actifs immobiliers moins la dette divisée par le nombre d'actions. Donc ça permet de comparer le prix de l'action avec la valeur réelle des actifs détenus derrière. Donc pour les locaux, entre guillemets, détenus par la société. Donc si l'action est inférieure à la NAV, donc potentiellement elle peut être sous-évaluée, et si elle est supérieure à la NAV, eh bien possiblement une surévaluation de marché. Donc ça c'est plutôt à prendre en compte aussi. Ensuite on va avoir le prix par le FFO. Donc la définition c'est équivalent finalement au price earning pour une action, donc pour une société, mais ça va être cette fois-ci pour les rates, donc le prix par rapport au FFO. Donc le bénéfice encore une fois net ajusté des amortissements. Ensuite l'utilité, donc ça permet d'évaluer si elle est chère ou bon marché par rapport à ses flux de trésorerie, et donc si cet indicateur-là, ce ratio-là est bas, ça peut indiquer une opportunité d'achat. Et si ce ratio-là est élevé, ça peut refléter une croissance peut-être un peu trop anticipée ou une surévaluation de la société en question. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que souvent les bons éléments, donc les bons éléments dans cette classe d'actifs, eh ben, ils peuvent être surévalués facilement puisque c'est comme un effet de mode. Plus il y a de gens qui vont acheter cette société et plus forcément ça va pricer le prix de manière peut-être surévaluée. Et donc, est-ce une mauvaise chose d'acheter de manière surévaluée? Pas forcément, ça dépend de votre horizon long terme, encore une fois. Si la société, entre guillemets, pour être pricée à l'équilibre, elle va être de 100 et qu'actuellement elle tourne à 110, je pense que si votre horizon de temps c'est 20 ans, eh ben, au bout de 20 ans, vous en aurez rien à faire de savoir si vous l'avez acheté à 100 ou à 110 si elle cote à 500. D'accord. Donc moi personnellement c'est pas un truc qui m'affole tant. Maintenant évidemment c'est à prendre en compte puisque c'est sûr que s'il y a un vrai décalage rationnel au niveau de son prix, bon pourquoi pas regarder quand même ça, d'accord. Ensuite, on va avoir la dette par rapport aux actifs, donc ce qu'on appelle la loan to value. Ça va être le rapport entre les dettes totales et la valeur des actifs immobiliers, donc le mesure d'endettement et donc le risque financier. Évidemment, plus il va être élevé et plus on va dire que c'est un risque de gestion de la société. Après, ça ne veut pas dire que la société sera mal gérée, ça veut dire qu'elle prend plus de risques, plus de leverage. Why not? Mais c'est quand même à prendre en compte. Souvent, donc, elles vont être comprises entre 30 et 50% pour les entre guillemets plus agressives et trop élevées. Donc voilà, c'est ce que je mentionnais juste avant, c'est que l'effet de levier, il devient un peu trop risqué et donc surtout quand les taux ils vont grimper, ça peut mettre facilement la société en difficulté. Donc après, c'est juste plutôt un niveau de gestion et à vous également, à titre perso, de comprendre ce niveau d'endettement pour évaluer si vous êtes prêt à jouer ce risque-là de la société ou non. Ensuite, on va avoir un indicateur qui est intéressant, c'est le taux d'occupation. Pareil, c'est le pourcentage donc finalement des surfaces locatives actuellement louées. Si vous vous approchez des 100%, ça veut dire que tout est loué. Si vous approchez de 10%, ça veut dire que sur vos 10 appartements, vous avez uniquement un appartement qui est loué. Donc vous vous doutez bien que c'est pas intéressant puisque ça voudrait dire qu'à 90%, il vous manque des loyers. Donc c'est plutôt, ça reflète finalement la santé opérationnelle du REIT puisque si c'est une société qui fait difficilement un taux d'occupation élevé, eh bien c'est que peut-être qu'elle a acheté un actif qui était pas bien localisé, etc. Donc ça reflète également une bonne gestion et une santé finalement de l'actif en question. Donc généralement on va tourner aux alentours des 90, 95, peut-être un peu plus. Et voilà, c'est rare que les sociétés descendent. Maintenant, en fonction du secteur de votre rate, si c'est vraiment très niché dans de l'industriel, eh bien c'est possible que évidemment vous ayez des taux inférieurs. Et voilà, donc un taux faible peut signaler une zone géographique ou un secteur en difficulté. Voilà.
Après, ça peut être passager aussi, hein. Ça peut être des secteurs qui prennent une vague pendant 5 ans, et pendant 5 ans, bah, c'est un marché baissier pour ce secteur d'activité qui n'est pas porteur, et donc à vous, entre guillemets, d'être dans vos convictions, ou bien carrément de diversifier vos secteurs géographiques et d'activité au niveau de vos rates. Ensuite, on va avoir la continuité, la croissance du dividende qui, selon moi, est un facteur très important puisque ça va donner un historique sur ce versement, une régularité et une évolution dans le temps. Donc l'utilité, c'est qu'un dividende il soit stable ou croissant, ça va donner une certaine solidité et une bonne gestion à cette société. Ensuite, attention aux coupes ou suspensions qui sont souvent un signe de difficulté. Parce que oui, si la société qui, entre guillemets, fait non pas une activité, comment dire, c'est pas une société comme Apple, Microsoft ou autres qui ont un vrai produit à vendre, d'accord, et donc qui potentiellement, s'ils coupent leurs dividendes, c'est pas forcément mauvais puisque ça montre qu'ils peuvent réinvestir dans de la croissance, développer leur activité ou racheter une entreprise, d'accord, ou racheter tout simplement des actions. Là, on est sur de l'immobilier, donc les actifs sont détenus en physique et il y a des loyers, donc comme on mentionnait plus haut, et donc ne pas avoir un dividende stable ou croissant, ça montrerait finalement une problématique de gestion de la société à gérer finalement un aspect immobilier. Donc ce qui est plutôt très mauvais signe. Donc voilà, on peut regarder aussi le payout ratio, c'est le pourcentage du FFO du coup, donc la définition juste en haut, qui est distribué en dividende. Donc trop proche de 100%, ça nous signifie qu'il y a peu de marge de sécurité. Donc voilà un peu pour les indicateurs et les ratios clés qu'il faudrait prendre en compte. Donc encore une fois, par exemple sur ce site, donc vous pouvez aussi prendre sur ce site et voir un peu donc les bénéfices, vous avez voilà les chiffres, vous avez les ratios, etc. Ici pareil, quand vous cliquez sur n'importe quel rate pour l'analyser, vous pouvez regarder donc voilà les dernières données. Vous avez donc comme je disais tout à l'heure donc ça, le yield, donc c'est le dividende perçu. Vous avez la croissance du dividende ici. Vous avez le payout ici. Vous avez également donc toute l'historique des dividendes perçus. Avec également le FFO par action, la dette to asset, donc ce qu'on disait entre 30 et 50% généralement quand c'est une société qui est moyenne sur sa gestion de risque, l'occupation ici, et voilà, vous avez pas mal de critères, donc je vous laisserai évidemment jouer avec l'outil et regarder en fonction des rates ce qui vous intéresse. Donc on revient à notre petit tableau et on va voir maintenant les avantages et les inconvénients de posséder cette classe d'actifs. Donc on va commencer par les avantages. Donc les avantages, on les a un petit peu vus au travers de ce début de vidéo. C'est tout simplement la liquidité, puisque le fait que les rates soient cotés en bourse, eh bien, il y a un achat et vente possible en quelques secondes, ce qui ne va pas être le cas pour les SCPI, qui elles vont être peu liquides, avec une revente assez lente et parfois complexe. Donc comme on peut voir aujourd'hui, c'est un secteur qui a du mal à se relever. Et puis, pour une certaine SCPI, on peut voir qu'il y a plusieurs mois, même années d'attente pour que les gens puissent retirer leur argent, donc ce qui est quand même assez contraignant. Ensuite, on a les revenus donc réguliers qui font partie des avantages, le fait qu'il y a l'obligation légale de distribuer 90% minimum du bénéfice sous format de dividende, donc ça reste relativement intéressant. On a souvent eu un historique de croissance de ce dividende ou bien une stabilité dans le temps. On a en troisième avantage l'accessibilité et la diversification, donc comme je disais, à des investissements qui peuvent représenter que quelques euros. Donc là par exemple, quand on revient donc sur ce classement des différentes plus grosses capitalisations en termes de rates. Donc on peut voir par exemple ici, en termes de prix de la part, donc le prix ça va être le prix d'une action, d'accord? Eh bien, on peut voir qu'il y en a à 95, 100, on en a d'autres qui sont évidemment plus chers, donc à partir de 779, mais on a aussi d'autres positions, comme par exemple celle-là, Goodman Group, qui est à 18,72 €. Donc l'équivalent d'un McDonald's pour deux, et je suis gentil, puisqu'aujourd'hui ça coûte relativement cher de manger McDo, d'accord? Mais on va dire que pour l'équivalent d'un repas mangé dehors, eh bien, vous pouvez posséder l'équivalent d'une rate qui, elle, va vous reverser des loyers, donc être finalement actionnaire d'une entreprise qui possède de l'immobilier à travers le monde. Donc c'est plutôt relativement intéressant. Ensuite, on va avoir donc une diversification géographique et sectorielle, parce qu'encore une fois, en
en particulier, donc en nom propre, vous pouvez difficilement acheter des data centers ou acheter des hôtels, donc avec des dizaines d'appartements. Donc voilà, ça permet ce cycle-là, et donc vous exposez finalement à des investissements qui sont beaucoup plus liquides et surtout, entre guillemets, moins risqués. On va avoir également une transparence, donc la transparence fait partie des points positifs de ce véhicule d'investissement puisque les rates cotés, donc je parle bien des cotés, vont avoir des reportings trimestriels à tenir, des comptes qui vont être audités et des informations publiques à donner puisqu'il va y avoir des actionnaires, donc il va y avoir des comptes à rendre à ces actionnaires de manière publique. Donc plus facile à analyser et aussi par rapport aux SCPI qui sont les SCPI peuvent être un peu plus opaques sur ces comptes puisque ce n'est pas du côté. Voilà. Ensuite on va avoir le potentiel de plus-value. Donc le cours des actions des REITs peut aussi augmenter avec la croissance des revenus et donner une meilleure valorisation donc de vos parts et donc des dividendes que vous allez percevoir. Ensuite, par rapport au SCPI qui, elle, a une valeur départ qui est relativement plus stable, une croissance qui est plus modérée et donc moins de potentiel de revalorisation rapide. Par contre, comme tout bon investissement, évidemment, il y a des inconvénients qu'on va avoir maintenant, puisque je me dois d'être transparent sur cette classe d'actifs. D'ailleurs, je ne serai jamais commissionné sur rien, d'accord? Tout ce que je ferai en vidéo, je tiens à le préciser, l'affiliation et la commission, c'est un truc qui, selon moi, est très mauvais, parce que si une personne est commissionnée pour parler de quelque chose, elle ne sera jamais objectif sur ce quelque chose en question. Et donc, de mon point de vue, sur cette chaîne, je ne serai, et je le dis aujourd'hui, je ne serai jamais commissionné pour quoi que ce soit, je n'aurai jamais d'affiliation pour aucun produit, d'accord? Je parlerai de produits que j'utilise, si je les utilise, et en aucun cas j'aurai une rémunération sur ce dont je parle. Peut-être à la limite les seuls liens que je pourrais mettre d'affiliation, c'est sur les produits que moi-même j'utilise et que j'utilise vraiment. Donc avec voilà, vraiment je mettrai les preuves, mais globalement je ne me vois pas faire d'affiliation. Donc je ne suis pas affilié à une quelconque rate, d'accord, même si vous avez pu les apercevoir sur les différents sites. Voilà, je tiens à préciser ce petit point. Donc pour les inconvénients, donc puisqu'il faut les mentionner, on a une volatilité importante. Donc le fait que ce soit coté et donc disponible sur les marchés financiers, donc les marchés boursiers, la bourse, eh bien, vous allez subir des variations de marché. Donc, qui peuvent être du coup parfois déconnectées au niveau des actifs. Donc c'est pour ça, on revient sur le ratio que c'est lequel, c'est je disais la loan to value, non, je ne sais plus, mais pour mentionner le fait que c'est sous-évalué ou surévalué en fonction des cycles de marché. Voilà, le marché aura toujours raison, ça c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, le marché aura toujours raison à court terme, d'accord? Donc, ayez confiance en ce que vous faites, vos recherches, parce que des fois, à court terme, pendant quelques périodes, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une décorrélation du cours par rapport à l'actif réel. Et donc, c'est dommage, mais si vous avez réellement confiance en ce que vous faites, eh bien, vous verrez que vous pouvez vous retrouver avec de sacrés retours sur investissement puisque à un moment donné, ça retrouvera sa valeur intrinsèque. Donc les SCPI, elles, sont beaucoup moins stables, elles sont beaucoup plus stables de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a pas cette volatilité que les marchés créent. Donc voilà par rapport à la différence entre les deux. La sensibilité au taux d'intérêt, donc ça c'est une réalité. Aujourd'hui, dès qu'on a une nouvelle de la Fed qui annonce une hausse des taux d'intérêt, on voit une répercussion directement sur les cours de bourse de ces rates. Donc ça peut chuter fortement en fonction des taux, voilà. Le coût de la dette, l'attractivité relative face du coup aux obligations. Donc par exemple, on peut voir au niveau des graphiques, si on prend un graphique sur par exemple 5 ans, on a eu en 2022 la hausse des taux et puis on a vu à peu près tous les graphiques, des rates quand on prend une cotation par exemple, VC cotation, on peut voir vraiment sur 5 ans, non, sur Max, il est où? 2022. 2022, voilà, on a fin 2021-2022, on a cette baisse, d'accord, qui est liée au taux. Donc EPRT par exemple, cotation, donc pareil, tous les graphiques font à peu près la même chose. Voilà, fin 2021-2022, ils descendent à peu près tous, ce qui est normal, et exactement de la même manière que Covid. Donc voilà, vous êtes soumis à cette
forte volatilité lors de périodes où justement il se passe des choses d'un point de vue mondial. Ensuite, on a la fiscalité qui peut être un inconvénient. Je dis bien peut-être, puisque ça va dépendre encore une fois de comment investir dans les rates, donc on verra ça après sur la prochaine partie, mais globalement, ça peut être un inconvénient pour certains, puisque selon le compte que vous utilisez, etc., étant donné que ce ne sont pas des revenus, mais bien des dividendes, eh bien vous allez être soumis à une forte imposition. Donc on reviendra dessus après, alors que par exemple, à titre de comparaison, les SCPI en assurance vie peuvent bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus douce. Ensuite, on a la complexité d'analyse. Donc, encore une fois, les rates, ce sont des entreprises cotées. Donc, généralement, il y a des bilans financiers qui sont publiés. Et donc, il va falloir les analyser pour faire votre propre choix. Donc, comme on a vu avec les différentes définitions, FFO, NAV, AFO, etc. Donc, ça nécessite généralement une analyse financière un peu plus poussée si vous voulez faire des choix individuels de rates. Contrairement aux SCPI qui sont plus simples à comprendre, puisque généralement ce sont pour les investisseurs moins expérimentés. Voilà pour les inconvénients. Donc il y en a maintenant, j'estime, moi en tout cas c'est mon avis personnel, pour vous donner un peu mon avis personnel là-dessus, qu'il y a beaucoup plus d'avantages sur les rates que d'inconvénients, et surtout en comparaison à l'immobilier en direct ou bien au travers des rates. Maintenant, ça n'engage que moi, et puis j'invite chacun à définir son profil pour savoir quelle est la meilleure stratégie. Donc on va voir maintenant comment investir dans les rates. Donc les rates, on a différentes manières d'investir dedans. Donc on va voir dans un premier temps via un compte titre ordinaire, donc autrement dit un CTO. Donc c'est tout simplement le moyen principal pour acheter des rates cotés en bourse, notamment des rates américaines, canadiennes, asiatiques, etc. Je vais voir après pourquoi. Donc on peut acheter finalement des actions individuelles de REITs, comme par exemple Realty Income, Prologis, Siemens Property Group, etc. etc. Donc pour mentionner des REITs qui sont connus. On a évidemment les ETF spécialisés dans les REITs. Ça offre un avantage différent qu'on viendra regarder après. Et une fiscalité aussi différente. Donc pour le CTO, pardon, la fiscalité potentielle pour un Français, pour un résident fiscal français, ce sera la flat tax, donc 12, qui est pour l'instant à un taux de 30%, découpé en deux parties, donc les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% et l'impôt sur le revenu qui est à 12,8%. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez également l'achat de rates au travers d'un PEA, donc un plan d'épargne en action. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une enveloppe fiscale sur laquelle vous êtes pendant 5 ans interdit de retirer de l'argent. Alors je dis interdit, c'est un peu mal dit. Vous pouvez retirer votre argent, sauf que si vous retirez votre argent avant les 5 ans de détention, d'ouverture de ce PEA, eh bien vous allez clôturer ce PEA, et donc si vous en ouvrez un par la suite, vous serez obligé d'attendre encore 5 ans pour jouir de ces achats et ventes, ces entrées et ces sorties de PEA. Donc le but c'est d'ouvrir un PEA le plus tôt possible si vous êtes résident fiscal français, de le détenir pendant 5 ans, et au bout des 5 ans, puisque vous allez avoir des intérêts fiscaux, eh bien vous pourrez de nouveau sortir, donc c'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. Donc la fiscalité au niveau de ça, c'est que vous allez être soumis uniquement aux prélèvements sociaux qui sont de 17,2% et non plus à l'impôt sur le revenu. Le PEA, c'est aussi une enveloppe fiscale, c'est une enveloppe d'investissement pour les actions françaises et européennes, d'accord. Vous ne pourrez pas investir dans des actions américaines, canadiennes, asiatiques, etc. Sauf cas particulier au travers des ETF. Donc vous avez, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rates, ça va être finalement appelé des SIC, d'accord. Et vous avez pour les plus connus Unibail Romanenco, Klépierre, etc., etc. Donc il est aussi possible d'acheter des ETF via ce PEA, et donc voilà la fiscalité qui va être les 17,2%. Ensuite, donc au niveau des ETF, vous pouvez posséder des rates. Donc un ETF, c'est quoi? C'est un panier d'actions qui lui-même en sous-jacent va posséder les actifs, donc soit sous forme réelle, donc soit sous forme de contrat swap pour échanger la performance que pourraient avoir ces actifs réels. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais globalement, un ETF, ça va vous permettre d'éviter cette friction dans la recherche d'analyse individuelle de rates d'actions, d'accord? Et ça va directement être une société qui va gérer cette analyse pour vous en achetant par exemple une centaine de rates différents, et donc ça va vous lisser, donc en termes de dividendes, vous allez être soumis aux dividendes des 100 entreprises, donc ça va vous donner un dividende moyen,
Et pareil, donc ça va avoir quelques avantages et quelques inconvénients. Donc pour vous donner quelques exemples de rates qui sont d'ETF rates qui sont connus, vous avez le iShares Global Rates qui concerne le monde, vous avez le Amundi MSCI Europe Real Estate qui lui est éligible au PEA. Ensuite, vous avez le Vanguard, etc. etc. Donc l'avantage, c'est la diversification instantanée. Donc ça va être des frais qui sont quand même réduits. Donc ça va tourner aux alentours des 0,40, etc. Ou plus selon. Ça va être disponible sur CTO et sur PEA en même temps. Si l'ETF est européen ou pour quelconque raison, vous pouvez quand même toucher les ETF américains sur les PEA, mais il faut voir, il me semble que non, pour les ETF rates. Et les inconvénients, par contre, c'est que vous n'avez pas de choix individuel et donc vous allez être soumis forcément à une rentabilité qui est modérée par rapport à si vous aviez fait les recherches, puisque c'est une société qui le fait pour vous, etc. Donc il y a des frais. Donc ce sera toujours moins avantageux que si vous faites le boulot directement. Ensuite, vous pouvez acheter des SCPI, donc via la SCPI, c'est à peu près le même système que les rates, d'accord? Maintenant, c'est une autre forme d'investissement. Ça reste différent. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo détaillée, un guide complet vraiment sur les SCPI. C'est vraiment différent, mais globalement, c'est la même activité. Donc, on peut aussi dire qu'on achète de l'immobilier, d'accord? Sous forme de fraction comme ça de parc immobilier au travers des SCPI. Donc comme on l'a vu, pardon, on a les revenus qui sont réguliers, moins de volatilité, une fiscalité optimisable via par exemple une assurance vie. L'inconvénient, c'est la faible liquidité, les frais d'entrée qui sont élevés aussi également, puisque sur les SCPI, vous allez avoir des frais, sauf pour les nouvelles qui se font en ligne, mais vous allez avoir des frais notoires qui sont aux alentours des 8 à 12%, donc voilà, c'est quand même énorme, et vous avez moins de transparence que les sociétés cotées qui sont dans l'obligation de vous créer des audits publics. Donc globalement la fiscalité des rates, donc sur CTO vous avez donc la flat tax à 30%, sur le PEA vous avez une flat tax à 30%, sauf si vous avez détenu votre PEA au-delà des 5 années de détention, et là vous serez soumis uniquement à 17,2 à l'heure où je vous parle, parce que ça ne me choquerait pas que ça monte dans les temps à venir, puisque là ils étaient déjà en pourparlers d'augmenter la flat tax à 33%. Donc est-ce que c'est les prélèvements sociaux qui vont être impactés ou l'impôt sur le revenu? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, vous serez toujours soumis uniquement aux prélèvements sociaux après 5 ans de détention sur le PEA. Et au niveau d'une assurance vie, au travers d'unités de compte ou de SCPI, vous avez une fiscalité qui est encore plus douce. C'est une enveloppe fiscale qui va être au-delà de 8 ans. Donc c'est un peu le même système. Avant 8 ans, vous serez soumis à la flat tax. Si vous décidez de retirer après 8 ans, eh bien vous aurez le même principe que le PEA. Donc c'est intéressant généralement pour investir dans des SCPI sans alourdir son imposition, puisque le fait qu'il y ait une enveloppe qui va séparer vos revenus issus des SCPI de votre nom propre, eh bien vous n'aurez pas l'imposition classique de revenus fonciers si vous le faites en direct. Donc ça, c'était pour comment investir finalement dans des rates de manière globale. Ensuite, donc petite conclusion pour finir cette vidéo. Donc j'espère que vous n'avez pas eu un trop plus d'informations. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir sur les différents éléments pour vraiment vous remettre les connaissances dedans. Et sinon, évidemment, je vous mettrai tous les liens de tous les sites utilisés. Ah d'ailleurs, j'ai fait une petite comparaison aussi sur les rates et les SCPI, donc on peut revenir vite fait là-dessus. Donc la liquidité par rapport aux rates, elle est élevée, comparée au SCPI qui est faible à moyenne. L'accessibilité très accessible, alors que souvent les SCPI, c'est des 1000 euros. Mais pareil, les SCPI, vous en avez pour quelques centaines d'euros. Rendement, donc plus élevé évidemment que les SCPI. La fiscalité, parfois lourde par rapport aux SCPI, sauf si vous résidez dans un pays où fiscalement vous allez avoir cette imposition qui est relativement faible, voire inexistante. Voilà, donc les rates seront plus intéressantes. La diversification, donc elle va être géographique et sectorielle, contrairement aux SCPI qui elles seront basées souvent en Europe et non pas aux États-Unis, même si encore une fois il y a une SCPI qui justement s'est ouvert au marché américain. La transparence, elle va être forte au niveau des rates et moyenne, on va dire, au niveau des CPI. La volatilité, elle va être haute et faible. Et l'analyse nécessaire, on va dire oui, ratio financier est faible à modéré pour les SCPI. Voilà, pour revenir un peu sur la comparaison des deux. Et donc ma conclusion en tout cas, c'est que les rates sont une porte d'entrée simple, accessible et diversifiée vers le monde de l'immobilier sans avoir à gérer directement un bien en physique. Ce qui nous sort de la tête le fait de se créer un deuxième métier et ce qui reste quand même relativement intéressant pour toucher des revenus. Ensuite, on va avoir
la combinaison des avantages du marché boursier, sa liquidité, sa diversification, sa transparence, avec la stabilité des revenus immobiliers via les dividendes, souvent réguliers et attractifs. On va avoir aussi le fait que, comme tout investissement, elles ne sont pas sans risque. La volatilité boursière, donc le fait de ne pas subir ces volatilités, surtout quand le marché est déconnecté. La sensibilité au taux d'intérêt et à finalement la géopolitique de manière globale. Et la fiscalité qui est parfois lourde au niveau du compte titre si vous êtes résident fiscal français. Pour les investisseurs européens, il existe des solutions optimisées pour optimiser son exposition, par exemple le PEA pour les rates européennes avec une fiscalité allégée, les ETF pour une exposition mondiale ou plus simplifiée, et les SCPI par exemple pour ceux qui cherchent une stabilité sans exposition boursière. Voilà. Ensuite, on a l'important, c'est de bien comprendre les indicateurs clés, donc il y en a d'autres, encore une fois. Je vous invite vraiment à lire le glossaire de rates qui est ici. Vous aurez vraiment toutes les définitions avec vraiment tous les ratios qui sont plutôt intéressants pour analyser une rate. Donc le fait de bien choisir son véhicule d'investissement selon vos objectifs également et les objectifs de la société au niveau de sa croissance, ses revenus, sa stabilité, sa fiscalité et vos propres convictions. Parce que si vous êtes du domaine médical, vous pouvez avoir une conviction plus forte sur les rates qui vont investir dans les locaux de la santé. Or, si vous êtes plutôt sur le résidentiel, eh bien, vous pouvez avoir une forte conviction sur les rates qui vont être vraiment exclusivement sur du résidentiel. Donc en résumé, les rates sont une excellente solution pour diversifier son patrimoine à condition d'être bien informé et d'avoir une stratégie claire en adéquation avec votre profil de risque et d'investisseur. Voilà, on a fait le tour globalement, donc c'était un guide complet. Je pense que la vidéo elle a duré quand même un petit moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format-là, le fait que ce soit très complet. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir certains points encore une fois. Et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez d'autres guides sur d'autres aspects, par exemple le fait d'analyser une action ou bien sur un guide finalement sur les CPI, sur le Bitcoin, sur les cryptos ou autres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois et je vous dis à la prochaine. C'était Fabio. Ciao tout le monde.